Guy Saint-Cyr, un volcanologue français, accompagné d'un groupe de touristes, va tenter de faire le tour des crêtes du volcan Yasour, l'un des plus explosifs de l'archipel du Vanuatu. L'archipel du Vanuatu est situé dans une zone de convergence des plaques australiennes et pacifiques. Plusieurs volcans actifs s'alignent le long de son axe central. Ils appartiennent à la ceinture de feu du Pacifique, qui concentre près de 70% de l'activité volcanique mondiale. Les magmas de ces volcans, très chargés en gaz, les rendent très explosifs. L'archipel du Vanuatu se compose de 80 îlots éparpillés du nord au sud sur 900 km, dont la plupart sont inhabités. 15 000 personnes vivent sur l'île de Tanna, qui se situe dans le sud de l'archipel du Vanuatu. Magique et sauvage, cette île est formée par les dépôts d'un grand volcan, éteint depuis 100 000 ans. Le volcan Yasour est le plus récent et le seul cône actif de l'île, situé dans la partie sud-est. Guy Saint-Cyr arpente les flancs des volcans du monde entier depuis plus de 40 ans. Il guide des néophytes au plus près de l'activité volcanique. Ouais, la terrasse n'a pas l'air trop... Elle n'a pas l'air d'être trop bombardée. Faut continuer à surveiller. Guy est très familier du Yasour, ce jeune volcan gris perdu au fin fond du Pacifique. Sa petite taille est trompeuse, son potentiel explosif peut rayer toute forme de vie à la surface de l'île. Tu vois, regarde, on voit presque le départ, là. Hein? On voit presque le départ de la bouche, là. J'aime ce bruit-là, c'est mon volcan et j'ai l'habitude de ce bruit-là. Déjà, quand je monte, juste en entendant le bruit, je sais à peu près ce que je vais trouver en haut. À peu près. Vous ne vous retournez pas quand il y a une explosion? Vous n'êtes pas un peu méfiant quand même? Non, le bruit des explosions me parle. Le bruit des explosions me parle. Et je sais à peu près ce qui se passe dans mon dos. À peu près. Par exemple. Non, les blocs sont encore loin, ça va. Ils tombent sur le milieu de la terrasse, là, ça va encore. C'est bon. Pour expliquer d'une façon très simple ce qui se passe et ce qui produit ces explosions, il faut dire que c'est des bulles de gaz qui montent à l'intérieur du conduit éruptif, qui quittent le réservoir magnétique, qui montent à l'intérieur du conduit éruptif, et les gaz se détendent. C'est l'explosion. C'est ce que vous entendez derrière. Voilà. On peut dire qu'à chaque explosion, il y a d'abord le séisme. Le séisme, là, c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'on le perçoit dans ses jambes, dans son ventre, dans ses tripes. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas l'habitude, tous les gens que j'amène ici, je crois que c'est d'abord ce qui les impressionne. Et puis tout de suite après, une fraction de seconde après, il y a l'onde de choc qui vous frappe la poitrine. Vous avez l'air qui vibre en même temps qu'il y a le bruit de la détonation qui souvent est très très fort.
Ensuite, vous avez cette gerbe de blocs incandescents qui s'ouvre dans l'espace et tous les blocs qui tombent. Et après, c'est le sifflement des blocs qui tombent et l'impact des blocs qui s'écrasent au sol, qui font des cratères, qui font des sillons, qui labourent complètement le sol. Et ça se passe en l'espace de quelques secondes. C'est un volcan qui est excessivement dangereux du fait des dimensions extraordinaires de son réservoir magmatique. Du fait de sa profondeur qui est relativement peu profonde, on peut s'attendre à des éruptions de type cataclysme. Dans l'échelle de niveau, de degré d'activité, il y a 4 niveaux. Le niveau 1, c'est à peu près ce qu'on a devant nous. Bien qu'actuellement, il l'ait mis en niveau 2, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas justifié. Le niveau 2, les bombes sortent du cratère et passent derrière les crêtes, passent derrière nous. Aujourd'hui, j'en ai pas vu. Le niveau 3, c'est des explosions beaucoup plus violentes qui projettent des bombes dans un rayon de 6 km autour du cône. 6 km. Ouais, c'est énorme. Donc il faut que ça monte à 10-15 000 mètres déjà. Et le niveau 4, c'est vraiment l'éruption cataclysmique, c'est-à-dire qu'il y a des explosions énormes, des nuées ardentes, et ça détruit absolument toute vie à la surface de l'île. Est-ce que celle-là, les instruments permettent de la sentir venir? Oui, oui. Probablement qu'avant cette éruption cataclysmique, il y aura des soulèvements de terrain importants, des glissements de terrain, et probablement beaucoup de séismes. Le Yassour a une activité strombolienne, caractérisée par des remontées cycliques de très grosses poches de gaz qui explosent par décompression à l'air libre. Ici, Guy est toujours sur ses gardes. À plusieurs reprises, le Yassour a tué des visiteurs. L'intensité de ces explosions peut varier d'une minute à l'autre. Le panache, il monte jusqu'à combien là à peu près? Là, les bombes là, actuellement, elles montent à autour de 200 mètres, à peu près 200, 300 mètres, les plus hautes 300 mètres. Et là, il y a des panaches qui sont importants. Hein. La vitesse de sortie des laves peut même dépasser 240 mètres secondes. C'est déjà pas mal. Hein. Donc un tir rasant à 250 mètres secondes, on peut rien faire. On peut pas éviter. Hein. C'est comme si tu veux éviter une balle de pistolet, quoi. C'est pareil. Il y a une quinzaine d'années, la première fois que je suis venu sur ce cratère, j'ai fait le tour des crêtes. Ça bombardait un peu plus que ça. Regardez en l'air et surtout, vous partez bien en courant. Jamais. Vous restez tranquille pour regarder les blocs et quand vous avez un doute, vous faites un saut de côté. Ça bombardait un petit peu plus que ça. J'ai passé la nuit avec Monique ici et on est redescendu le matin très tôt par les cendres. Et elle avait un anorak jaune, moi un truc rouge, donc on était très visible. Et pendant qu'on descendait, pendant qu'on était sur les crêtes, on a commencé à voir arriver 2-3 gamins qui étaient au pied en bas. Et au bout de 10 minutes, il y avait une trentaine de personnes qui étaient en bas, qui nous regardaient. On est descendu jusqu'en bas, ils sont montés à notre rencontre, ils étaient comme ça, ils nous touchaient. Ils pensaient au départ que c'était des esprits qui vivent d'après eux dans le cratère, qui s'étaient réincarnés et qui venaient les voir. Oh là là. Ah, bon, maintenant, je pense que c'est fini parce qu'il y a plus de monde maintenant qui vient et qui descend aussi par ce côté. Enfin...
voir pas mal de volcans qui me restent encore à voir dans le monde. Hein. J'ai encore quelques destinations dans la tête, là. Et il faut absolument que je m'en occupe rapidement. Parce que plus le temps passe, plus je me dis que j'ai de moins en moins de temps, quoi. Par exemple, la Papouasie, par exemple l'Équateur, par exemple les Galapagos, par exemple le Japon. C'est 4 destinations où je vais ouvrir des voyages et j'ai pas eu le temps encore d'explorer tous les volcans. Parcourir les crêtes du Yasour est pour le moins hasardeux. Guy a passé tant de temps sur les volcans qu'il y a développé un véritable 6e sens. Il fait de nombreuses pauses pour observer l'activité changeante du Yasour. Lorsque la voie semble libre, il fait le tour complet du cône pour descendre par une arête de cendres. Pour le groupe qui accompagne Guy, c'est la dernière descente. La fin du voyage, après une aventure de 8 semaines qui les a emmenés sur des volcans majeurs de la planète. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est ta tête. Ah bon? T'as pas vu la tienne, non? Charbonnier. Charbonnier de père en fils. Ah là, ouais. Bon, c'est une belle descente, hein? Ah, super. Bah, surtout ce qu'il y avait avant. Là, je pensais pas qu'on verrait un truc pareil. Surtout nous, parce que toi qui en fais souvent, c'est normal que tu aies des périodes comme ça. Non, mais même pour moi, je veux dire, même pour moi, aujourd'hui, c'était exceptionnel. Hein. Tu sais, depuis 14 ans que je viens ici, c'est une des rares fois où j'ai eu une activité aussi belle que ça, et surtout aussi fournie. Le sang de la terre. C'est ça d'avoir un visuel auditif, sensitif. Là, on avait les deux, vraiment. T'avais le- Ouais. Symphonie fantastique. Vous avez déjà vu le Yasour, Philippe? Je l'ai vu, mais c'était pas pareil. Il y avait beaucoup moins d'activité. Voilà, ça montait beaucoup moins haut. Et puis, j'ai pas un souvenir. Par exemple, j'ai pas de souvenir de bruit, tandis que là, toute ma vie, j'aurais un souvenir de bruit, quoi, d'explosion. J'en ai tellement rêvé quand on voit des films ou des photos qui sont si jolies, mais là, le vivre, le sentir avec ses tripes sur le sol et tout, dans sa chair, c'est grandiose. C'est une forme de contemplation, je veux dire, du spectacle, quoi. C'est un moment où on a envie de rester seul avec lui et d'oublier tout le reste. C'est parfait pour finir, c'est parfait, quoi. Ça donne juste ce qu'il faut pour envie de repartir, quoi. Guy continue seul son périple. Il se rend sur l'île d'Ambrim, l'île Noire, recouverte de cendres, à 350 km dans le nord de l'archipel du Vanuatu. L'île d'Ambrim est un volcan de 50 km de long sur 35 km de large. Un des 10 plus importants cataclysmes volcaniques que l'homme ait connu depuis 10 000 ans, s'est produit au sud d'Ambrim, il y a seulement 500 ans. Le sommet de l'île d'Ambrim est occupé par une immense caldeira dans laquelle dominent 2 très grands cônes en activité permanente, le Bembo et le Maru. Ces 2 volcans sont parmi les préférés de Guy de Saint-Cyr. Il vient ici au moins 3 fois par an. Là, on est dans la caldeira qui fait 12 km de diamètre. Une caldeira, en fait, c'est un cratère d'effondrement qui suit toujours une énorme activité, une éruption colossale. Ici, probablement, il y a 1800 ans, toute la partie sommitale de l'île d'Ambrim a été pulvérisée, a explosé.
tout le sommet du volcan a été décapité et faisant suite à cet énorme volume de magma qui a été éjecté, tout le sommet du volcan s'est effondré et a formé cette immense caldeira de 12 km de diamètre. C'est rare de voir le sommet du Bembo complètement dégagé. Comme ça, habituellement, il est toujours masqué par les fumées. Et aujourd'hui, apparemment, il y a peu de fumée. Le Maroum est là, il est juste derrière nous. Il est en train de se dégager. Là, on voit sa base. Le sommet est 100 mètres au-dessus du Bembo. Le Bembo et le Maroum ont probablement un réservoir profond commun, qui est peut-être à 20 000 mètres de profondeur, mais chacun a un réservoir superficiel indépendant. Il est arrivé plusieurs fois que les deux, Maroum et Bembo, aient une phase explosive en même temps. Il y a eu des panaches éruptifs qui sont montés à 8 000 mètres, voire 10 000 mètres, simultanément entre Bembo et Maroum. Jimmy vit dans le village de La Linda, à 6 heures de marche au pied du Bembo et du Maroum. À 42 ans, il n'était jamais monté dans la caldeira d'Ambrym. Guy lui a transmis sa passion pour les volcans et il est aujourd'hui l'unique guide local de l'île. Dès qu'il y a une activité un petit peu exceptionnelle au Vanuatu, dès que je sais qu'un volcan est en éruption, j'appelle Jimmy, je lui dis écoute, renseigne-toi, on va voir qu'est-ce qui se passe, regarde. Lui il me rappelle et ensuite on se retrouve et on tente de faire les ascensions ensemble. Et c'est le seul qui accepte de descendre avec moi à l'intérieur du cratère. Et lui n'a pas peur. Il prend son temps, mais avec lui, je sais que ça se passe toujours bien. Guy a découvert les volcans d'Ambrym il y a 14 ans. Depuis, l'activité est permanente et se manifeste en général par la présence d'un ou plusieurs lacs de lave. Mais depuis 1 an et demi, il n'y a plus d'activité visible si ce n'est fumerolienne. Guy grimpe régulièrement pour constater les évolutions dans le cratère. On dirait qu'il y a des fumées bleues déjà qui sortent là, regarde. Ouais, c'est petit, tu me diras, c'est petit. Mais c'est quand même un bon signe, ça. Attends, faut aller voir, hein. Faut aller voir, Jimmy, regarde. Non, je te dis pas qu'il y a un lac, mais il y a probablement le magma qui est pas loin, là. Hein. C'est pas le panache habituel qui est bien bleu, mais quand même. Donc l'activité, elle est revenue dans le central, là. Il y a eu un gros séisme il y a 1 an et demi ici, et il semblerait que tout de suite après, les gens du village de La Linda nous ont dit qu'il y avait d'un seul coup plus d'incandescence au sommet. Donc il est probable que ce séisme ait ouvert des failles et modifié le profil de la cheminée éruptive et que le magma soit descendu à un niveau un peu inférieur. Il semblerait même qu'on ait toujours une anomalie thermique à l'aplomb de ces volcans, ce qui veut dire que le magma n'est pas loin. On est en train de faire un corps mort pour attacher la corde. Donc le mieux, c'est de faire un trou, mettre un sac de sable, attacher la corde sur le sac de sable, reboucher le trou et ça, nickel, il n'y a aucun problème. Descendre dans les cratères, maintenant, bon, c'est devenu un petit peu aussi un jeu. Hein. C'est toujours le petit piquant, c'est toujours le petit plus, parce qu'on s'approche, on va encore plus près. Quoi. Et puis ça limite aussi le nombre de personnes qui vont voir ce spectacle. Donc, c'est aussi, c'est un côté positif aussi, ça. On est des privilégiés. La descente en rappel est de plus de 200 mètres. Guy est habitué à manipuler le descendeur. Avant de consacrer sa vie au volcan, il testait du matériel de haute montagne.
avez descendu combien de fois dans ce trou là? Quarantaine, hein? Quarantaine de fois à peu près, ouais. Mais maintenant, à chaque fois, je me dis, attention, c'est peut-être la dernière, quoi. Bon, mais j'y pense pas, ça va. Ça va. Regarde, il y a une ligne de fracture qui s'est ouverte à peu près à mi-pente, là. Tu vois, celle-là, elle n'existait pas. La dernière fois que je suis descendu, il y a 3 mois que je suis descendu, elle n'existait pas. Regarde, tu la suis de là jusqu'ici, là. Oui. Tu vois? Ça, c'est pas bon signe. Il y a quand même pas mal de séismes ici. Et souvent, c'est générateur d'éboulement. Ça, c'est une super terrasse pour faire un camp de base. Derrière, de l'autre côté, si on continue cette ligne de crête, on retrouve la même terrasse, horizontale, plate, parfaite. C'est-à-dire, avant, on empruntait cette terrasse pour monter de l'autre côté pour voir le lac de lave. Et plusieurs fois, j'ai dit à Jimmy, dis donc Jimmy, on devrait faire un camp de base ici. Regarde, c'est super, c'est plat, c'est fantastique. Tu te rappelles? Et la dernière éruption qui a eu lieu, c'est-à-dire le dernier lac de lave qui s'est créé ici, eh bien, c'est au milieu de cette terrasse. Cette terrasse s'est effondrée, pas en totalité, mais un bon tiers de cette terrasse, là où on voulait faire le camp de base, s'est effondré et il y a un puits maintenant de 200 mètres de profondeur. Les chefs du village de Jimmy interdisent l'accès au volcan. C'est considéré comme tabou. Mais il y a 10 ans, accompagné de Guy, Jimmy a bravé l'interdit, ce qui lui a coûté plusieurs mois de prison. C'était une surprise. La première fois que je descends, je vois directement, naturellement, avec les yeux, que la lave, ça bouille. Les séismes sont fréquents à Ambrim, le sol et les parois très instables. À 2 reprises, Guy est descendu sur la 2e terrasse, un exercice particulièrement risqué. À cette époque-là, le lac de lave était encore presque 100 mètres en dessous, 80 mètres en dessous. Mais là, il s'est encore approfondi de près d'une centaine de mètres. Là. Je pense que lorsque la lave s'est retirée, tout ce qui était au-dessus s'est effondré et a bouché le puits. Je pense qu'il y a à peu près, 450 à 500 mètres par rapport au point le plus haut du cratère. Écoute, t'as entendu là? Voilà, ça c'est le magma qui est dans la cheminée là. C'est là où sortent les fumées bleues. Là, sûr, tu restes la nuit, c'est tout rouge là. Quand on arrive encore à une centaine de mètres du sommet et qu'il y a le lac de lave habituel ici, on entend ce ressac. Et plus on monte, plus on l'entend fort. Mais ça ne trompe pas. Dès qu'on entend le ressac, on sait que la lave elle est ici. Il y a 2 ans, au Maroum, il y avait 2 lacs de lave et un lac de lave qui était un beau lac de lave au Bembo. Et à cette époque-là, il y a 2 ans, on a pu l'approcher à être au-dessus, juste au-dessus. On était à côté. On était à quelques centimètres du bord qui plongeait directement sur le lac de lave, qui lui était à 70 mètres de profondeur. Et il y avait un spectacle extraordinaire. Guy sait à présent que la lave n'est pas loin. Dans 5 mois, il sera de retour dans le cratère du Bembo. D'ici là, c'est sur d'autres volcans du monde qu'il ira satisfaire son inépuisable passion.